Faut que je parle du pseudonyme. Pourquoi pas, oui. Oh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, oui. Mais enfin, d'où vient-il? Oh, il vient de Jude l'Obscur de Thomas Hardy, c'est une de mes grandes admirations, ou de Stephen Dedalus dans Joyce. Mais en fait, c'est quand vous avez un manuscrit d'accepter, sous les 24 heures, il faut que vous répondiez, gardez-vous votre nom ou pas. Donc il n'y a plus qu'à décider, là. Donc moi, j'ai trouvé le prénom Jude en Angleterre, parce que j'y vivais l'été à ce moment-là, original, et puis dans Stéphane, il y a peut-être du Mallarmé, ou il y a surtout Stephen Dedalus, oui, un hommage à Joyce, sans lequel je n'aurais pas écrit, ni Kafka. C'était des sortes de mythes, Joyce et Kafka de jeunesse. Au téléphone, lorsque nous prenions rendez-vous, vous me parliez d'une revue roumaine qui vous avait demandé une collaboration et vous aviez participé en envoyant des questionnaires à... Oui, Ion Karajan est un ami. Quand il était là-bas à Bucarest, il voulait des articles pour sa revue qui était très intéressante d'ailleurs. Alors j'avais demandé sans doute à Reda Leclésio s'il ne voulait pas répondre à telle ou telle question. Puis, comme je vous le disais, j'avais demandé à Borel, question, moi, pourquoi écrivez-vous au lieu de vous taire? Alors, il a été très irrité. Alors, j'ai dit, puisque c'est ça, vous collaborerez quand même, mais c'est vous qui allez poser les questions. Alors, il était encore plus fâché, là. Il était très épidermique, Jacques Borel. Et cette question-là, pourquoi écrivez-vous au lieu de vous taire, c'est une question que vous vous êtes souvent posée vous-même? Oui, c'est la question cruciale à la Beckett ou d'autres. Naturellement, ceux qui écrivent sans le savoir, ils ne se la posent pas, c'est sûr. Eux, ils croient savoir pourquoi ils écrivent. Donc ils devraient arrêter puisqu'on ne sait pas pourquoi on écrit. Vous savez, il y a toujours les réponses scolaires. Les élèves vous demandent ça quand vous allez en lycée. Ils vous demandent si vous écrivez pour vous-même ou si vous écrivez pour autrui ou pour vendre. Ça ne touche pas à la question. Alors il y a très peu de réponses justes. Celle de Beckett, la Boncassa. Et puis autrefois, il y avait eu le fameux questionnaire des surréalistes. Alors, il y avait que 3 bonnes réponses sur une centaine d'auteurs. Hein. Hamsun, que je relis justement, Knut Hamsun, il avait répondu pour abréger le temps. C'était la meilleure réponse avec Valérie qui disait par faiblesse. Mais c'est vrai aussi. Pour abréger le temps, par faiblesse. Puis Sandra aussi, c'était bien, il avait répondu parce que. Pourquoi? Parce que... Pour abréger le temps, pour conjurer l'ennui, peut-être? Oh non, je pense pas, non. Je pensais à ça parce que nous sommes ici chez vous à Orbeck et je crois en 4e de couverture de l'un de vos livres. Oui, ça conjure, oui, ça conjure l'ennui, mais c'est pas pour ça que j'ai écrit. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé dans les ruines de Caen après le baccalauréat, complètement isolé parce que je n'avais pas eu le courage de faire médecine comme mes 2 camarades, que je n'aurais pas voulu quitter. Alors, je me suis retrouvé seul, là. Caen venait d'être bombardé dans la Libération, puis il était encore en ruine dans les années 50. Alors, je me suis retrouvé là dans les décombres, et puis je me suis mis à lire et à écrire, par solitude. Mais ça explique toujours pas pourquoi écrire. Qu'ai-je voulu sinon brûler l'ennui? Ah oui, ça c'est vrai, oui, mais c'est après que ça vient, oui. Ou ça délivre de l'ennui. Quand vous êtes en train d'écrire notamment des poèmes, le temps n'a plus conscience du temps. Et ça peut durer 10 minutes ou ça a duré un quart d'heure ou 1 heure, puis on n'a pas senti le temps passer, donc c'est vrai que ça abrège le temps, oui. Mais c'est aussi, chez moi, c'est un manque. Je dis souvent aussi que j'ai écrit à défaut d'autre chose. Un désir adolescent, quoi, d'aimer et être aimé.
Je continue de me projeter sur les actrices dans les films. Dans votre dernier livre, Caprice, il y a un passage à quoi bon les chairs sur les os qui brûleront, sinon pétrir les fesses d'amante qui réclament. Ah oui, oui. Oui, il y avait une idée fugitive qui passait là, c'est Rimbaud. Être heureux comme avec une femme. C'était pas un imbécile, Rimbaud. Alors, s'il a dit ça, c'est qu'il y a un fond de vérité terrible là-dedans. Être heureux comme avec une femme. Bon, ça. C'est peut-être pour ça que j'ai écrit à défaut de ça. Oui, oui. Pour ça qu'il y a j'allais dire plein d'eux. Il y a beaucoup de femmes dans les textes. Même peut-être dans Caprice, oui. Souvent, un de mes recueils, il m'a été inspiré par une personne précise, quoi, une jeune femme ou une jeune fille, ou la muse province par une quinquagénaire coriace, comme je dis toujours. Parce que c'est plutôt ce genre-là que vous venez de lire, elle. Mais sinon, c'est des égéries, oui. Des personnes que j'ai connues avec lesquelles j'aurais pu être heureux, ou avec lesquelles j'ai été heureux quelques jours ou un an, ou avant que la vie sépare, comme dit Prévert. La vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement sans faire de bruit. Oui, c'est peut-être à défaut d'être heureux que moi, puérilement, j'ai écrit, oui. Je sens bien que c'est par manque ou à défaut. Parce que comme j'enseignais, je disais toujours aux élèves qu'ils lisent s'ils voulaient, mais c'était pas nécessaire. Qu'ils sortent, qu'ils fassent du sport, qu'ils voyagent et qu'ils aiment, mais qui n'écrivent pas ni ne lisent nécessairement. Il faut vivre, il ne faut pas lire. À défaut peut-être de savoir pourquoi vous écrivez, on peut peut-être parler un petit peu de comment vous écrivez. Alors c'est intéressant de regarder en fait les sous-titres ou plutôt les indications génériques de vos livres de poèmes où on trouve alors des prosèmes, des prosoésies, des prosies, des pauvrésies, des prosopées et autres mots, variations oui, comme ça. Bon, il y a la vieille poésie après Mallarmé et Rimbaud, il fallait renouveler. Alors, c'est passé par Ponche, par exemple. Je pense à lui parce qu'il y a eu un hommage au bicentenaire du lycée Malherbe où j'ai été élève, et puis lui, il l'a été dans les années 1910, par là. Et il dit déjà, là, dans un texte qu'il publie, un texte de jeunesse, qu'il faut faire évoluer la prose, quoi. Donc j'ai essayé d'inventer quelques genres nouveaux, là, que connaissent bien le problème. Alféry ou d'autres le connaissent bien, ce problème-là. Qu'est-ce qu'il faut écrire maintenant, de la prose ou de la poésie? Est-ce qu'il faut poésifier la prose ou bien prosifier la poésie? Ou maintenant un poème, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la prose en vers ou c'est des vers prosifiés? Maintenant, il y a une confusion des genres. Les genres ont perdu leur spécificité, alors on a bien inventé le poème en prose au XIXe siècle, hein, au XXe, qu'inventé. Donc j'ai inventé peut-être des genres intermédiaires, là. Des prosèmes, oui, des poèmes en prose, des prosèmes ou des prosopées aussi. Des poèmes de prose d'ailleurs. Les poèmes de prose, oui, oui. Votre premier livre, Cyprès, en 67, oui. déjà s'appelait Poèmes de prose. Et vous l'avez remarqué parce que personne ne l'avait remarqué sauf Borel, justement. Ça avait fait tilt dans sa critique. Donc il avait fait un article là-dessus dans la NRF à partir des poèmes de prose, et pas en prose, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est ça, parce que des poèmes de prose ou des proses en poème, enfin, sur le fait d'écrire de la prose
poésifiée ou de la poésie prosifiée, vous avez choisi, et je me demandais justement, enfin pour essayer d'éclaircir ça, ce que vous voulez dire aller vers la prose, si j'ose dire, en écrivant des vers, puisque votre Oui. poésie est en vers. Puis ça voulait dire aussi qu'on était dans la prose du monde, comme dit Hegel. C'était des poèmes, mais c'était des poèmes pleins d'animaux, de boue, de chiens crottés. C'était des poèmes de prose aussi en ce sens-là. Ça me fait penser aussi à ce vers de À la vieille Parc, qui était votre réponse, disons, à la jeune Parc de Valérie, où vous raillez la vieille peau poésie. Ah oui, la vieille peau poésie, bah oui, oui. Tout le mouvement moderne en avait assez de la vieille poésie, comme dit Aragon, tiens, ça rime. On ne pouvait pas continuer à écrire comme s'il n'avait pas écrit, Ponge ou Michaud. C'est ça qui distingue les modernistes des traditionalistes. Les autres, ils continuent à écrire, je dirais, comme Victor Hugo, quoi. Ou comme Éluard. Beaucoup ont écrit un peu comme Éluard après. Mais Beckett ne peut pas faire ça, ou des poètes modernes ne peuvent pas répéter. C'est pour ça que Beck, c'est important à mon avis, parce qu'il a inventé une langue, là. Philippe Beck? Oui, il fait comme ce qu'aurait fait Mallarmé s'il avait vécu un siècle plus tard. C'est, comme je dis plaisamment, c'est notre Mallarmé. Il a inventé un style particulier, complètement décalé de la poésie normale. Et, comme moi ou d'autres, il pouvait pas penser qu'on allait continuer la tintinabulation du 19e, ou le symbolisme, ou le ronron poétique, que beaucoup continuent. Vous dites quelque part que le lyrisme soit bas comme l'ici. Oui, c'est ça, parce que le haut lyrisme, il est abandonné. Claudel et Saint-Jean-de-Perse l'ont fait. Maintenant, il y a plus. On se prend plus assez au sérieux, on prend plus le langage au sérieux pour faire un grand lyrisme poétique. Ça, c'est du passé. Saint-Jean-de-Perse, il dit « Oh, j'ai lieu de louer ». Maintenant, il n'y a plus beaucoup de personnes qui ont lieu de louer, hein, vu ce qui se passe en politique ou dans la société moderne. Donc, le lyrisme, il est bas. Il y a des gens qui essaient de le maintenir quand même. Je vois Maupoy, il essaie de récupérer quand même un sens au mot lyrisme. Mais comme je dois dire ailleurs, ils ont pendu leur lyre dans le garage, les poètes, comme Orphée ou autres. Ils ont renoncé à leur outil, comme les anciens champions cyclistes raccrochent leur bicyclette dans le garage. Du livre des morts. Où sont les ombres, où nous reposions nos ombres, tous cinq, par gestes et sourires? Bruissaient les feuilles, vos robes bouffaient. La nuit, Rose avait entendu boubouler, et Lise rêvait de Cascabel. Victor H. fut cité, parmi fumée, aveux et les santés, à la butte de brouillard. Au-dessous de nous, ouvert le tartare, la pesée du cœur. J'ai toléré le mal, j'ai fait pleurer, sexé contre un pilier, maltraité un abo. J'ai chablé des noix dans ma rage. À Zola, la terre. Guae soli, guai al solo. Malheur au seul, ces funestes oraisons, ces horizons enfuis, Troyenne là-bas se déchirant les joues, sous le bleu pire, un asile solitaire, sous de vieux arbres, vierges et veuves se profilent au long des vitrines. Au loin, en Beauce, l'âne Gédéon, au baquet s'enivre, sans crier « Gare !» Le cheval laboure « Dia, hu, hep !» Selon Michaud. Automne, saison de l'élégie, comédie en robe d'été, tragiques hivers à famine,
avant l'épopée printanière, sous la voie des eaux. En un an, vous déroulez vos mirages, mais la terre va plus vite son vertige, flanquée de lune morte, comme un astre servile. Château qu'elle illumine avec copains de génie, Jéricho, Wolf, Pavlova, Gogol, Murnau, dans leur tombe luride. C'est toujours plus ou moins honteux de continuer à écrire quand même. Parce que les recueils se succèdent au risque de se répéter. Puis un jour, on arrête, ou on est arrêté. Alors là, c'est la question pourquoi avoir écrit, c'est plus la question pourquoi écrire. Pourquoi avoir écrit? L'autre jour, dans un lycée, un élève m'a demandé ça, oui, et j'ai répondu en m'excusant de la crudité du langage, mais c'est pour pas crever la gueule ouverte, quoi, comme les moutons qui vont à l'abattoir, vous voyez, anonymement. Ils se défendent même pas, toi, qui y vont. Pour pas vivre comme ça, pour faire quelque chose aussi, pour résister, quoi. C'est une des réponses à pourquoi écrire. Pour inciser le réel comme un graveur. Mais tous les artistes doivent en être là, ils font ça contre, pas pour. Ils font ça contre la vie, contre la mort, pour se défendre. Ou peut-être la meilleure des réponses, sans savoir pourquoi, quoi, sans vouloir savoir pourquoi. Pour pas survivre, comme disaient les situationnistes, on survit dans cette société. On ne vit pas, on se survit à soi-même en fait. La société de consommation. C'est frappant en décembre, là, avec Noël. Ils préparent Noël un mois avant maintenant. Hein. Quand j'étais enfant, c'était 8 jours avant. Là, ça commence 10 novembre. Ils fonctionnent avec Noël. Ils survivent, quoi. Puis tous les ans, ça recommence. Alors, les artistes qui ne veulent pas accepter ça, ils peignent dans un grenier où ils écrivent. Moi aussi, j'ai écrit souvent dans un grenier, d'ailleurs. Pas ici, mais ailleurs, chez une amie. Ils se retranchent, je veux dire, pour pas connaître cette vie-là. Écrire contre, oui. Vous dites, et en fait, manifestement, on écrit aussi avec, puisque là, vous avez cité oui. Tout un tas de gens. Enfin, Oui, ça, j'ai dit écrire contre, pas pour, mais avec, oui. Oui, j'écris constamment avec les poètes auxquels je pense, ou les écrivains qui m'inspirent telle phrase ou tel mot. Oui, Léopardi, que j'ai lu beaucoup, oui, ou les latins encore, ou les dictionnaires, ou tous les auteurs. Chaillou dit ça très bien aussi, quelque part d'ailleurs. Il dit que si on n'entend pas la voix de tous les écrivains anciens, c'est qu'on n'est pas un écrivain. On est un marchand de livres. Donc moi j'essaie d'écrire avec la voix de Villon, ou quand j'ai lu le dernier livre de Roubaud, là, ça m'a inspiré. Churchill 40 ? Oui, une nouvelle écriture. Il utilise beaucoup d'anglicisme. Puis j'étais dans des nouvelles intitulées L'Angliciste aussi, donc j'ai écrit avec Roubaud au passage. Manhattan, Carcassonne, ont grille rectangulaire. Or, le ciel troué sur ma tête est veine oblique. Je me sens floué. Ma mémoire, dans sa tranquillité, s'étonne de la perte d'orthogonalité. L'atone angoisse tient mon cœur, je ne sais pourquoi, noué. Passant infime des rues de la toute grande New York sous l'exhilarating vent lumineux, frisqué du matin, seul, entre les archicubes entassés, pierre, acier, verre. J'étais maniaque des langues dès l'enfance, ça a commencé tout jeune. J'allais dire à cause d'un professeur, mais si fou, parfois. Grâce à un professeur qui m'avait appris le latin et l'espagnol tout jeune, avant la 6e.
Je vais demander si ça me faisait plaisir de venir une demi-heure après les cours, là, faire du latin et de l'espagnol. Ça a commencé comme ça, puis après le grec, l'allemand, et puis toutes les langues limitrophes, oui. Oui, c'est fascinant, parce que chaque langue fonctionne différemment, donc vous pouvez emprunter au russe ou au latin telle ou telle technique de langage. Par exemple, pas d'article en latin et en russe, ça c'est fantastique, donc vous pouvez essayer de faire pareil en français. Au moins l'armée a été marquée par l'anglais pour la juxtaposition des épithètes. Donc, comme vous dites si bien, oui, j'ai écrit Comte, mais avec les langues, avec tous les écrivains passés, tous les bons, quoi. Ce que vous dites sur justement écrire avec une langue étrangère, oui, ça me fait penser à quelque chose aux choses qu'écrit Emmanuel Aucard dans la bibliothèque de Trieste sur la syntaxe du français qui est très corsetée. Vous fustigez souvent cette logique du sujet-verbe-complément en français. Oui, il en parle très bien dans ce livre-là. Oui. Et une des choses qui m'intéressait, c'est que Emmanuel Aucard parle de cette tradition écrasante du français aussi, et lui qui connaît d'ailleurs bien le latin, se tourne vers une langue jeune, supposée souple, l'américain. Et alors vous avez eu tendance à vous tourner vers une langue ancienne, supposée morte, qui est le latin. Oui. Mais modernisée aussi à l'aide d'autres langues. Parce que je lis continuellement des poèmes espagnols ou italiens ou anglais, je dirais exprès, outre la fascination pour ces langues-là, pour trouver des constructions autres. Oui, moi je n'ai pas été comme les écrivains de l'objectivisme, très marqués par Reznikov ou autres. Je les ai lus, mais ils ne m'ont pas marqué comme Aucard. Une phrase, je l'ai vu attribuée à lui, mais il me semble que c'est de Cadios, il dit il ne faut plus exprimer ses impressions comme autrefois, mais imprimer ses expressions. C'est ça qu'il faut faire. Je veux dire, Beck ou Cadios, c'est ce qu'ils essaient de faire, oui. Oui, c'est un des rares latinistes avec Quignard, la littérature française Aucard. Parce que, comme vous disiez, paraît-il, ça serait une langue morte. Bon, c'est sûr, elle est plus parlée, mais rien n'empêche de la garder vivante. Hein. C'est pour moi l'égal d'un Dieu. Et l'est-il permis? Le dépasse. Celui qui en face de toi, assis sans cesse te voit, t'entend, ton doux sourire. Cela qui pour mon malheur m'a ravi tous les sens. Car sitôt t'ai-je vu, lesbie, rien ne me reste de voix. Parmi les anciens, vous avez beaucoup lu Catulle, que vous avez traduit et préfacé. Parce qu'on m'avait fait remarquer que ça ressemblait à du Catulle, ce que j'écrivais, donc j'ai été voir de plus près. Puis dans une bibliothèque, là, au lycée où j'étais, j'ai trouvé des éditions allemandes de Catulle et anglaises qui étaient avec des notes très remarquables, donc je l'ai approfondi, puis je l'ai traduit, oui. Puis je me suis aperçu qu'il y avait une ressemblance dans la crudité, parce que lui, il n'était pas en but aux préjugés chrétiens, puisqu'il était avant le christianisme, donc il était bisexuel, pédophile, etc. Je ne veux pas dire que je le suis, c'est pour ça que je voulais dire il était libre érotiquement, comme Horace. Quand je pense qu'Horace serait arrêté, là, parce qu'il avait des petits esclaves à son service, alors il serait arrêté actuellement. Je ne sais pas si ça s'appelle le progrès, ça. Bref, Catulle, il était libre érotiquement, il écrivait de très beaux poèmes d'amour. Puis ça m'avait fait tiquer que Baudelaire les accuse, les poètes épidermiques, il appelle ça, comme si lui-même était chaste. Hein. Donc j'étais allé voir de plus près, puis c'est une grande tradition élégiaque. Proper, Stibule, Ovide, ils ont chacun leur particularité. C'est des grands poètes, des élégies longues. C'est beaucoup plus difficile que d'écrire de poèmes courts. Bien que ça soit difficile aussi d'écrire un poème court qui tienne. Et pour un paresseux comme moi, c'est beaucoup plus difficile d'écrire long, des odes.
comme j'ai essayé d'écrire dans Suite slave et puis Idylle, voilà. Idylle et Suite slave, j'ai écrit de longs poèmes, ça c'est très difficile. Mais c'était il y a longtemps et puis vous n'avez pas recommencé. Non, par paresse, puis parce que c'est difficile, oui. Idylle, c'est un des livres qui ont été le moins lus, bon alors c'est décourageant aussi. Mais Suite slave, les poètes plus jeunes que moi m'ont toujours dit que c'était le meilleur que j'ai écrit. Le moins faible, quoi. Suite slave, je pense comme eux. C'est très moderne. Bon, là, on va horripiler les oreilles de ceux qui veulent pas qu'on emploie le mot moderne. Et ils prétendent que ça n'existe pas. Le modernisme, c'est une blague, ils disent pas du tout, là. Comme dit Schiele, il n'y a pas d'art moderne, mais il y a des artistes modernes. Bon, si ça leur fait plaisir. Il n'y a pas d'art moderne, bon d'accord, mais il y a des artistes modernes. Il me semble que Picasso était archi-moderne. Hein. Donc moi, c'est un mot auquel je tiens, puis qui a du sens pour moi. Tout ce qui n'est pas recuit, ancien, vieux, dépassé. Tout ce qui n'est pas reconductible. Mais pour faire du moderne... Il faut avoir lu tout l'ancien. Oui, oui. Dans votre préface à Catulle, on voit que vous vous identifiez littérairement à cette figure vous croyez jeune. Oui, on sent bien dans la préface que, bon. ce que vous dites peut très bien, en tout cas à mon sens, s'appliquer à ce que Oui, vous oui. écrivez, de la même façon qu'on a cette impression-là quand on lit ce que vous écrivez sur Rimbaud. Des deux figures comme ça, bon, jeunes ça, et moi, je ne suis pas aperçu. Et révoltées. Ah oui, oui. Non, Catulle a une juvénilité chez lui, était extraordinaire dans ses textes, oui. Je le voyais, il était brun, mais je le voyais souvent blond dans l'imaginaire. Puis je l'ai fait pas mal en classe. Il était heureusement dans Maurice et Thévenot, qui était un manuel de latin intéressant. Donc il y avait des épigrammes de Catulle. C'est très beau, là, un poème sur la mort de son frère, par exemple. Puis il est mort à 30 ans. Ils sont morts tout jeunes, les élégiaques. Proper Sétibule. Donc ça me touchait beaucoup. Ah oui, bien sûr, c'est peut-être vrai ce que vous dites, la préface, je me suis trahi. Ça gêné personne, Catulle. Rimbaud, c'est plus gênant, parce que on peut pas se prendre pour Rimbaud ou le prendre pour un frère. Oui, mais on sent ça quand vous écrivez sur Mallarmé et Rimbaud. Ah oui, bah oui. Là, j'ai fait mon choix, comme on dit. Pour la peinture, contre la musique. Pour la rue, contre le salon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est net, sans en vouloir à Mallarmé, mais ces épigones sont très pénibles. Rimbaud, il est tranquille, on ne peut pas le limiter, on ne peut pas le poursuivre, lui. Tandis que Mallarmé, il a eu beaucoup d'épigones qui ont essayé de créer une langue mallarméenne, c'est-à-dire peu compréhensible. Cocteau, il disait, il n'y a rien de plus rigolo que de faire lire du Mallarmé à des gendarmes. Avec un certain accent, ça doit être désopilant, effectivement. Vous voyez ce que je veux dire? Des phrases de Mallarmé que vous devez construire, vous ne les comprenez pas. Donc ça, il y a c'est un peu abusif parfois, ça prose bien que sa langue n'appartienne qu'à lui seul, oui. Vous définissez quelque part le poème comme un achèvement verbal né d'une expérience vécue des vocables.
Je suis très content de cette définition-là, puis que vous l'ayez repérée, parce que bon, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai donné une définition qui est très juste à mon avis, oui. Pour l'expérience des mots, comme on éprouve les saisons, ou les mois, ou les jours, il faut avoir vécu les mots eux-mêmes, avoir éprouvé tel mot. Et puis avant, il faut avoir une expérience vécue, comme dit Rilke, qu'il faut avoir voyagé beaucoup pour rapporter des images qu'on utilisera quand on aura 30 ans. C'est à ça qu'on reconnaît un poème. Un poème de Cavafy ou de Reverdy, ça éclaire exactement ce que vous venez de lire là. Si on voit un poème de Reverdy ou de Cavafy, c'est exactement ce qui correspond à la définition. Oui. Mais pour autant, on est très loin d'une poésie qui serait confessionnelle ou autobiographique. Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, c'est une expérience forcément personnelle du mot, mais impersonnelle aussi, comme un dictionnaire. Il y a tous les mots, un dictionnaire, mais c'est pas du littéral. Le dictionnaire, c'est impersonnel, puisqu'il y a tous les mots, les uns à côté des autres. Il a fait ça impersonnellement, littré. C'est pas engoué de tel mot dépend de tel autre, il les a vécus tous. Donc c'est pas subjectif du tout, non. Ça peut l'être aussi parfois, on peut avoir une notion subjective d'un mot, que vous allez voir noir et puis moi rouge. Ça tient à la symbolique de chacun, ça. Alors revenons peut-être à ce livre, Caprice, qui est paru il y a quelques mois chez Gallimard, donc c'est votre dernier livre de poésie. En ouverture du livre, vous donnez une définition de caprice. Oui. Le terme de caprice désigne en tout art les œuvres qui allient au pur gré de l'auteur, dans leur architecture, la fantaisie à la réalité, ainsi les ruines dans les paysages. Oui, c'est pour justifier le titre. Ça réfère aussi bien aux caprices de Paganini, aux caprices de Tiepolo, chez les Italiens, ou aux caprices qu'on attribuait aux femmes. Là. Un caprice, faire un caprice. C'est un sens très particulier en musique, en architecture. Donc je ne sais pas s'il y en avait en littérature d'ailleurs. Donc j'ai bien fait de l'adapter là. Le deuxième recueil s'appelait Libère. J'avais pris ça dans Rabelais, l'abbaye de Thélème. Il faut que ce soit des gens libères, c'est-à-dire libres de tout. Ils se lèvent quand ils veulent, ils s'aiment quand ils veulent, l'abbaye de Thélème. Donc ça reprend un peu les libères, les caprices. Faire ce qu'on veut, c'est pour ça que j'ai insisté là, au pur gré de l'auteur, oui. Je crois d'ailleurs que c'est dans Libère que l'un des poèmes s'appelle Caprice, enfin a pour titre Ah oui, Caprice. Vous avez raison, je n'y pensais plus, oui. J'en ai fait un dans Libère, effectivement. Et alors, est-ce que ce titre dit quelque chose des poèmes qui sont là? Est-ce que ça dit, par exemple, qu'il ne faut pas chercher d'unité entre les poèmes? Est-ce que chacun est un... Si, il y a une unité, parce qu'il y a même des relais. Ce lecteur attentif, il voit bien que tel poème, il suit tel autre. Oui. Ah non, c'est pas disparate. C'est... Georges Lambrix me disait ça. Il me disait, vous, c'est construit et puis uni. Parce que je faisais plusieurs parties souvent, mais là, je n'ai fait qu'une partie. Oui. Mais c'est construit et unifié, oui. Il y a des appels de poème à poème, où il y a une direction. Enfin, c'est toujours l'enfance, la mort, le temps et l'amour. Les métaphores poétiques. L'enfance, la mort, l'amour et le temps. Moi, je suis là-dedans. Je ne suis pas un poète paysagiste, comme certains, ou subjectif. J'espère être un poète de langage, oui. C'est beaucoup demandé, puisque c'est ce que faisaient Rimbaud et Mallarmé. Poète de langage, ou Roubaud est un poète de langage, oui.
une grande facilité acquise d'être dans le langage. Là. Et sonner, c'est toujours 14 airs, mais lui, c'est très large. C'est amplifié, c'est élargi, ça bouge. Mais les poèmes aussi, j'espère, ils bougent, ils ne sont pas immobilisés seulement. Il y a une unité de chacun de vos livres, mais est-ce que par exemple, celui-ci correspond à un projet particulier, à une évolution particulière par rapport au précédent, par exemple ? Oui, le précédent, il est dû à une relation avec une personne précise, la muse Province, là. Donc elle m'a inspiré, comme on disait autrefois. Donc là, je suis retombé dans des poèmes beaucoup plus solitaires, moins exaltés sans doute, plus aiguisés, peut-être plus pointus, en essayant d'aller vers du pire encore, quoi. Puisque j'avais déjà prétendu qu'il fallait empirer le vieux beau dans Pauvrésie, je crois. Donc là, je suis revenu à des poèmes moins amples, je crois, et moins féminisés, plus crus, plus vieux sans doute, plus final. Les écrivains, ils se regroupent et puis ils forment une unité, puis on voit ce que ça va devenir. Donc à un moment, je me suis aperçu que ça pouvait être des caprices, quoi. Se mettre à faire ce qu'on veut. Seulement, on ne fait jamais ce qu'on veut, on est dominé par sa main, ou par les mots qu'on choisit, ou par telle lecture, telle rencontre, telle idée. Il y a quelque chose qui m'intéressait dans ces poèmes, pas seulement dans ceux de ce livre-ci, mais et ça a peut-être à voir avec le caprice. Vous le rappelez comme étymologie de caprice, couper, c'est la coupe, la fin de vers et les enjambements en fait, oui. dans votre travail. Ah oui, moi je pratique ça depuis longtemps. Les coupes, les enjambements pour rénover le vers, oui. Ou même les coupes à l'intérieur d'un mot, ce qu'on appelle l'étmèse. Alors ça surprend aussi, mais c'est par ignorance, parce que ça existe dans les strophes de tragédie grecque, c'est coupé comme ça, ou dans Horace, on trouve des coupes aussi dans ses odes, ou même chez Marianne Moore, une poétesse américaine moderne, très, très importante, Marianne Moore. Qui a été traduite récemment oui, chez Corti. C'est ça. Eh bien, elle aussi a pratiqué déjà les coupes. Il y a un certain droit de tout faire dans la poésie, pour pas rester dans le ronron, où ça n'a pas d'intérêt si on fait les mêmes films comme Lelouch ou Chabrol qu'il y a 30 ans, à quoi ça sert? Bon, faut faire autre chose. Donc Denis Roche avait changé le vers dès les années 60. Oui, peut-être c'est une idée fausse, mais il y a l'idée de risque dans le moderne aussi. Il faut qu'il y ait un risque. Si on ne risque pas, bon, on écrit comme autrefois. On écrit comme un autre aurait pu écrire. On n'écrit pas comme soi-même seulement. Il faut prendre un risque. Alors on voit bien que Rista a pris un risque en écrivant. Je pense aux coupes et aux enjambements. Denis Roche ou De Guy ou d'autres. Roubaud ont pris des risques.
où les jeunes aussi prennent des risques. Sinon, on est dans la vieillerie. Une histoire perpétuelle. C'est pas par goût du risque, c'est par nécessité du risque. Baudelaire, il a risqué beaucoup. Hein, il en a eu les effets, le procès, puis l'incompréhension, mais il a risqué une nouvelle écriture. Il ne voulait pas faire comme Hugo. Donc les grands, ils ont tous risqué. Il y a quelque chose que vous partagez peut-être avec Jean Rista que vous mentionniez, à part disons la coupe des mots en fin de vers, c'est peut-être un certain goût de l'outrance ou du baroque. Ah oui, bien sûr. On me classe souvent parmi les baroques. Moi, ça me flatte. Avec Bernard Noël, avec Mandiargue, bon, ça c'est bien. Oui. Le risque, il est une des composantes du baroque, le risque, oui. Vous l'entendez comment, le baroque ? Alors là, ça serait long à expliquer. Il n'y a pas de définition courte du baroque. Hein, c'est tout un art. Ça ne s'oppose pas au classicisme. Comme dit Ponche, le baroque, le classique, c'est la corde tendue du baroque. Mais maîtrisée. C'est tous les thèmes qui ne sont pas forcément employés par la rigueur classique. Tous les poètes qui ont été mis à l'ombre parce qu'ils n'étaient pas ronsardisants. Théophile, Saint-Amand, qui écrivait sur les animaux, sur le gibet, sur l'eau, sur le miroir. Et même, il y a une particularité du baroque qui s'appelle maniérisme, qui est encore plus précise. Alors, c'est trop compliqué parce qu'il y a le baroque en architecture, le baroque en musique, le baroque en littérature. Il n'y a pas de définition unique. C'est plus centré, c'est elliptique toujours. C'est des spirales ou de l'ornementation. C'est particulier. Une perle baroque, perle irrégulière. Après l'étymologie portugaise ou italienne, on ne sait pas non plus. Alors, c'est un art immense, le baroque. Hein. Ça m'a toujours plu, ça. L'excentricité, le baroque, le maniérisme et le modernisme. Autre chose qui frappe dans ce livre, vous parliez finalement de l'unité du recueil, et c'est frappant ne serait-ce que visuellement en fait. Chaque poème occupe une page, le centre de la page, c'est une forme comme une colonne verticale, mais alors oui. avec des longueurs de vers différents. Oui, ça La Fontaine a fait ça beaucoup. Hein. On n'y fait pas attention. La Fontaine, c'est les fables. Mais si on regarde de près, il varie. Octosyllabes, décasyllabes, vers court, vers long. Donc il y a un plaisir typographique visuel. Là. Plaisir de lire, comme a dit Barthes à un moment, je pense. C'est ça, oui. Ou donner à voir, comme disait Éluard. Mais là, c'est à donner à voir sur la page même. Plaisir de lire selon Barthes, c'est pas du tout la même chose que quelque chose que vous avez fustigé beaucoup, qui est la lecture de délectation romanesque. Vous dites la poésie, c'est difficile, il faut pas... c'est sûr, et le plaisir de lire, ça peut être dans la difficulté, oui. Vaincu, oui. Ah oui, la délectation des œuvres médiocres, là où le lecteur se mire, parce que c'est toujours des histoires. Alors aujourd'hui, c'est de cancer ou d'orphelin, ou de garçon qui retrouve son père, ou de jumeaux. C'est effarant, là, ce qui intéresse les gens, les lecteurs supposés actuels. Pendant ce temps-là, ils lisent pas Quignard ou ce qu'il faut lire. En même temps que Caprice, à peu près, est paru un autre ouvrage chez Champvallon, Le Sciographe, dans lequel vous racontez, Jude Stéphan, une anecdote où, arrivant à inviter à une lecture à l'ENS de Fontenay, vous arrivez et puis vous voyez l'affiche qui est censée inviter à la lecture et qui dit « Jude Stéphan, le poète difficile ». Oui.
Ben oui, mais ça dit tout. Ça aurait pu décourager les assistants. Ben oui, poète difficile. Ça pouvait vouloir dire qu'il fallait venir, justement. Parlant de poète difficile, il y en a un qui est parfois considéré difficile et qui, à cette même antenne, il y a quelques semaines, disait beaucoup apprécier Capri, c'était Andrea Zanzotto. Je crois que l'admiration est partagée. Ah oui, oui. C'est ce qu'il fallait écrire, ce qu'a écrit Celan ou Haegui, un poète tchouvache, on dit. Tchouvache, oui. Une province russe. Ou Zanzotto, ils sont très loin devant eux. C'est pour ça qu'il ne faut pas, mais beaucoup de gens le disent de plus en plus, il ne faut pas restreindre Celan à Auschwitz. Hein, il y a autre chose chez lui. Comme réécriture du langage, comme fait Zanzotto ou bien Haegui ont fait. C'est très rare, oui. Il n'y a que ce qui est difficile qui est intéressant, oui. Les ficelles, c'est trop facile, oui. Ou la facilité à l'étaquis chez La Fontaine ou d'autres. Le latin, c'est difficile. L'allemand, c'est difficile. Le russe, c'est difficile. Une femme, c'est difficile. Hein. Bon, alors, tout est difficile. Naître, c'est difficile. C'est ce qu'a dit Fernand Léger en mourant. On dit c'est dur. Il est mort comme ça, Fernand Léger. Un colosse normand. La vie est grave, il faut gravir. C'est un mot de Reverdy qui est bien. La vie est grave, il faut gravir. Vanité. Du Réséda. Sois calme au songe de la vie. Le temps point, vole vite et tue les chatteries de nos sœurs. En un clin, en un coup d'œil, la mort éteindra ta flamme, jeune homme à la saharienne, réfugié dans un abri cantonnier, qui vécut maigre, hanta les gouges, écrivit en maître Scazon. Joie, joie de jeter, joie de tuer, à moins que vous ne me sauviez dans vos bras. In passé. Reboutonnant tes bottines, va en paix, non au cachot. Toi, la billardiste, orable plénier, fier qui te redresse, soufflant ta mèche, la queue brandie, je t'aime dans un instant, violette, comme une vapeur iodée. Où irions-nous qu'au lit? Par ce dimanche de suie, tu te frottes les papilles. L'un moine, l'autre sorcière, pour l'oraison jaculatoire. JMJ. Je ne sais quelle écharpe flottante à la bougie. J'ai aboli tous mes souvenirs. JMJ, sauvez-nous. Jésus sur le dos dans sa crèche, Marie aux chaudes entrailles, et Joseph qui fut bon pour son âne. Vite, revenez d'Égypte, où furent mages et pyramides. Ou encore, pas un tambour, pas une note funèbre,
comme nous emportions son cadavre vers le rempart. Et je signe le poème, aujourd'hui, Bellétron. Classe 29. Flanqué de la plaque Beer, c'est X sur la photo en béret. Cravate, veston froissé, pantalon trop court, oreilles décollées, pieds écartés. Il n'a pas de nom, faites la révision. Honteux de n'être bon pour le service, inapte au mariage. Il en cache ses mains. Les autres posent, fiers, enrubanés, avec tambour et trompette. Ils sont les 15 de la classe 29, à Valençay, Indre. Eux pourront mourir à la guerre, à 30 ans. Patin et Pinard et Barboux et Doucet, mais cette X. Garce finale. J'étais usé, agonisant, défunt, ayant accompli les âges, quand tu m'as ressuscité. Or, pour mieux de ta couche me rejeter, au prétexte, quand ton vagin, ainsi nommé, ma main assez ne te révulsait, moi inerte, veuf, ni partout tes pores, aux fesses malaxables, à la nuque massée, cheveux tirés, toi qui ne savais donner ta langue à ma langue pointée, ne pouvant que te boire en ta touffe sur ce lit trop bas, pour mes verts genoux. Pourtant nos doigts serraient comme fiancés. Lors tes dents te trahissaient, vampiresques, et tes yeux dévoilés, précoce ride d'enfesser à la vaisselle. Et ta voix plus chérie que toi-même, radieuse, organique, bienfaisante, même pendue, tu de moi n'auras rien su.